Lorsque Ibrahim Traoré franchit les portes du palais de l'Unité, entouré d'une foule de jeunes criant son nom, personne ne savait qu'il portait une lettre scellée à la main. L'enveloppe avait été envoyée directement depuis l'Élysée, sans intermédiaire, sans annonce officielle, sans diplomatie. C'était une invitation, ou peut-être un piège. À l'intérieur, le président de la France, Antoine Marot, demandait une rencontre privée avec Traoré, pas à Paris, pas à Ouagadougou, mais à Gorom-Gorom, dans l'extrême nord du Burkina Faso, un lieu où le vent soulève le sable comme des voiles de deuil et où la mémoire des ancêtres semble murmurer entre les dunes. Marot voulait rencontrer Traoré là-bas, dans l'ancien fort colonial construit par les Français en 1898. C'est là que tout a commencé, et c'est là que tout s'est terminé. Le jour arriva. C'était le 4 août, le même jour où, des décennies plus tôt, Thomas Sankara avait lancé sa révolution. Mais cette fois, il n'y aurait pas de discours depuis une tribune. Il y aurait un affrontement de siècles, face à face. L'ancien empire et le nouveau sang africain. La délégation française atterrit en hélicoptère, sous escorte militaire. Une tribune improvisée avait été dressée dans la cour intérieure du fort, entourée de murs qui avaient autrefois emprisonné des rebelles burkinabés. Mais là, aujourd'hui, il n'y avait plus de chaînes, seulement des souvenirs. Ibrahim Traoré arriva à cheval, vêtu de blanc, un foulard rouge autour du cou, en mémoire des martyrs du massacre de Koudougou. Les anciens des villages voisins venaient à pied, en silence, pour assister à ce qu'ils appelaient l'ajustement ancestral. Marot se leva en voyant Traoré, sourit, tendit la main. Mais Traoré ne la serra pas. À la place, il sortit de sa poche un petit objet, une menotte ancienne, rouillée, trouvée lors d'une fouille à proximité. « Voici l'héritage de l'amitié que vous prétendez nous avoir donné, » dit-il, et il jeta la menotte au sol entre eux deux. Ce fut le début du tournant. Alors que les journalistes français et africains observaient, stupéfaits, Traoré prit le micro. « Vous êtes venus ici en pensant que nous allions sourire, chanter, danser comme de bons hôtes. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de danse. Aujourd'hui, il y a un jugement. » Et il désigna les murs du fort. « Ici, vous avez construit des prisons. Ici, vous avez torturé. Ici, vous avez transformé des enfants en porteurs, des hommes en numéros, des femmes en silence. » La délégation française s'agita. Marot tenta sourire. « Monsieur le Président, nous sommes venus au nom de la réconciliation. » Traoré brandit un tissu rouge couvert de poussière. « La réconciliation n'est pas possible tant que le sang coule encore. » Le silence se répandit, le vent souffla, et alors, il révéla la bombe qui changerait tout. La veille de cette rencontre, le gouvernement du Burkina Faso, sur ordre direct de Traoré, avait perquisitionné les bureaux de la minière Aurum Afrique, une entreprise française bénéficiant de concessions d'une valeur de milliards sur les terres burkinabées. Au cours de l'opération, des documents furent saisis. Mais ce n'étaient pas seulement des contrats et des tableurs. C'étaient des preuves directes de corruption impliquant le propre cabinet de Marot, avec des transferts de millions vers des comptes offshore, des pots de vin versés à des militaires, des accords secrets avec des trafiquants d'armes. Devant tout le monde, Traoré brandit les documents comme on brandit un jugement divin. « Vous n'êtes pas venus pour l'amitié, vous êtes venus pour l'or, et pour notre soumission. » La foule cria. Les caméras capturèrent tout. Le monde regardait en temps réel. Et puis, Ibrahim fit quelque chose d'encore plus inattendu. Il annonça que le Burkina Faso mettait fin unilatéralement à tous les accords diplomatiques et commerciaux avec la France, au nom de la dignité nationale. Et plus encore, il présenta un projet de fédération souveraine avec le Mali, le Niger et la Guinée, créant un bloc africain qui rejetait la domination occidentale et contrôlerait ses propres ressources. Marot était blême. Il tenta de répondre, mais fut interrompu par un son qui fit trembler le sol. Des tambours, des dizaines d'entre eux, anciens, jeunes, musiciens populaires commencèrent à jouer à l'unisson. Ce n'était pas une fête, c'était un rituel, c'était de la résistance. Et tandis que les tambours rugissaient, Traoré ordonna de hisser un drapeau. Mais ce n'était pas le drapeau traditionnel du Burkina Faso, c'était un nouveau, rouge, noir et vert, les couleurs de la libération africaine. « Aujourd'hui naît une nouvelle ère, dit-il. Une ère où les petits-enfants des esclaves ne s'inclinent plus devant les fils des colonisateurs. » Et là,
Dans le fort où l'histoire avait été écrite avec du sang, une nouvelle histoire commença à être écrite avec du courage. Si vous regardez cette vidéo maintenant, c'est parce que vous voulez comprendre comment un seul geste, un drapeau hissé dans le désert, une menotte jetée au sol, une vérité exposée devant les caméras, peut déclencher un séisme politique qui a ébranlé le cœur de l'Europe et ravivé la flamme de la souveraineté sur tout le continent africain. C'est pourquoi, si ce type d'histoire vous touche, si vous sentez qu'il est temps de rendre hommage à la mémoire des oubliés et à la voix des silenciés, abonnez-vous maintenant à notre chaîne. Ici, nous ne racontons pas seulement ce qui s'est passé, nous racontons ce qui a été caché. Et ensemble, nous allons déterrer la vérité, mot par mot, geste par geste, jusqu'à ce que la dignité soit restaurée dans chaque coin d'Afrique. À partir de ce point, nous plongerons profondément dans les coulisses de cette rupture historique. Qui a aidé Traoré? Comment l'opération secrète contre la minière française a-t-elle été préparée? Quelle fut la réaction de l'Union européenne? Et surtout, comment cela a-t-il changé le cours de l'histoire, non seulement pour le Burkina Faso, mais pour toute l'Afrique? Car la véritable indépendance ne se fait pas avec des discours dans des palais. Elle se fait dans la poussière de la terre, dans les murs d'un fort, dans le regard de ceux qui n'acceptent plus d'être soumis. Et cette histoire ne fait que commencer. La réaction internationale fut immédiate. La BBC ouvrit son journal du soir avec ces mots. Le Burkina Faso rompt avec la France. Le Monde titrait en lettres sévères. Crise diplomatique, le jour où Paris a perdu le Sahel. À Bruxelles, les dirigeants européens faisaient pression pour des réponses rapides. Mais aucune mesure ne semblait pouvoir contenir la vague qui se formait. Sur les réseaux sociaux, le hashtag Tchia soulèvement africain dominait les tendances mondiales. Des jeunes de Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Cameroun et de l'Algérie publiaient des vidéos tournant le dos aux ambassades françaises. Ce n'était plus seulement de la solidarité, c'était un appel continental. À Paris, Marot réunit son cabinet en urgence. Les ministres étaient paniqués. Le secteur minier prévoyait des pertes de milliards. Les entreprises de sécurité avertissaient que la présence française dans la région deviendrait intenable. Il nous a déstabilisés avec un discours et un tambour, dit l'un des conseillers. Mais il y avait quelque chose de plus effrayant. Le soutien populaire était écrasant. Même dans les banlieues de Marseille et de Lyon, des jeunes descendants d'Africains entonnaient des chants révolutionnaires. Pour la première fois, la France se voyait défiée non seulement à l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Pendant ce temps, à Ouagadougou, Traoré avait convoqué une assemblée des peuples. Pas de parlement fermé. La place de la Révolution fut transformée en un forum populaire à ciel ouvert. Des milliers de personnes affluèrent de toutes les régions du pays. Paysans, étudiants, leaders spirituels, même d'anciens militaires. Au centre de la place, un cercle sacré fut tracé avec du sable rouge. Au milieu, une seule chaise en bois, la chaise du peuple. Et quand Traoré s'y assit, non pas en tant que président, mais en tant que fils de la terre, les anciens commencèrent à parler, un par un, racontant des histoires d'humiliation, de pillage, de résistance. Une femme au visage marqué par le temps se leva. Elle s'appelait Mariam. Venue de Kaya, elle avait marché 3 jours avec ses petits-enfants. Sa voix tremblait. Mon père a combattu dans la guerre de la France. On lui avait promis la citoyenneté. Il est mort étranger. Mon frère est mort dans une mine, enseveli. Mon fils n'a jamais connu son père, emmené pour travailler dans une usine française. Vous appelez cela un partenariat? C'est un pacte de sang. Et le sang a toujours été le nôtre. Le silence était lourd. Et quand elle eut fini, Traoré se leva, marcha vers elle et s'agenouilla. Aujourd'hui, nous t'écoutons, Mariam, et nous n'oublierons pas. Ce geste, capturé par des centaines de téléphones portables, devint le symbole de la nouvelle ère. Mais l'Empire ne dormait pas. 3 jours plus tard, une fuite des services de renseignement burkinabais révéla un plan de la DGSE, le service secret français, pour orchestrer un attentat contre Traoré, en accusant des djihadistes radicaux. C'était le coup final que Paris espérait pour justifier une intervention humanitaire. Mais le plan échoua. Grâce à des informateurs infiltrés dans le consulat français, la tentative fut déjouée. Le document détaillant le plan fut diffusé sur les écrans de la télévision d'État. Signé
Daté, incontestable. Ce fut le point de rupture. Le même jour, les ambassadeurs du Mali et du Niger arrivèrent à Ouagadougou pour une conférence historique. Là, fut signé le pacte de Gorom-Gorom, proclamant la formation du bloc panafricain de souveraineté et de justice économique. Le pacte prévoyait la fin de l'utilisation du franc CFA, la nationalisation des ressources stratégiques, la création d'une monnaie régionale et surtout la création d'un tribunal africain des crimes coloniaux avec une juridiction rétroactive. Marot convoqua l'ONU. Il demanda des sanctions. Il qualifia l'acte de terrorisme diplomatique. Mais le monde changeait. La Chine resta neutre. La Russie félicita Traoré. Le Brésil, dans un discours à l'ONU, qualifia le soulèvement burkinabé de acte de courage civilisationnel. Et même certains pays européens commencèrent à reconsidérer leur soutien aveugle à la France. L'Allemagne, sous la pression de sa propre jeunesse, demanda une révision critique des héritages coloniaux. L'Italie envoya une délégation pour un dialogue direct avec les nouveaux leaders africains. Mais au Burkina Faso, la bataille était autre. L'élite locale, dont beaucoup avaient des liens anciens avec Paris, tenta de mobiliser des protestations contre Traoré. Ils le traitèrent de populiste, d'incendiaire. Ils l'accusèrent de détruire l'économie. Mais le peuple ne suivit pas. Les marchés restèrent approvisionnés. La production agricole fut réorganisée en coopératives populaires. L'or, pour la première fois, raffiné à l'intérieur du pays. Le coton, exporté avec une valeur ajoutée. Le peuple commençait à voir que la souveraineté n'était pas une idée, c'était du pain sur la table. Pendant ce temps, la jeunesse burkinabé vivait une renaissance. Les universités commencèrent à enseigner la véritable histoire africaine. Le français cessa d'être une langue obligatoire. Des écoles bilingues furent créées avec des langues locales comme le mouré, le dioula et le fulfulde. Les programmes scolaires célébrèrent les rois, les reines, les scientifiques et les guerriers africains oubliés. Pour la première fois, les jeunes apprenaient qu'ils venaient de la sagesse et non de la servitude. Et Traoré, même sous la menace constante, refusait de vivre entouré de gardes. Il marchait dans les marchés, visitait les villages, s'asseyait avec les griots pour écouter des histoires, se réunissait avec les jeunes pour planifier l'avenir. Il était président, mais se comportait comme un serviteur du peuple, comme un disciple de Sankara. La popularité de Traoré dépassa les frontières. Au Ghana, un mural fut érigé avec son visage à côté de celui de Kwame Nkrumah. Au Kenya, ses discours furent enseignés dans les écoles comme partie de la littérature africaine contemporaine. Et dans les îles des Caraïbes, les communautés noires célébrèrent le 4 août comme le jour du tournant. Mais rien ne se comparait à ce qui se passa un mois plus tard. L'ONU, sous la pression de plus de 20 nations africaines, organisa une session extraordinaire pour débattre des réparations coloniales. Traoré fut invité à prendre la parole. Il monta à la tribune en costume simple, sans cravate, avec le même foulard rouge autour du cou. Il parla pendant exactement 12 minutes, sans attaquer, sans se victimiser, simplement en exposant les faits, avec la dignité de celui qui sait que la vérité n'a pas besoin de crier. À la fin, l'Assemblée se leva pour applaudir. Pour la première fois de son histoire, l'ONU adopta une motion reconnaissant la dette morale et historique des puissances colonisatrices envers les peuples africains. Ce n'était pas de l'argent, ce n'était pas un chèque, mais c'était le début d'une nouvelle narrative. Et tout le monde savait que c'était encore plus puissant. Et ainsi, le garçon qui devint soldat, le soldat qui devint président, le président qui devint symbole, écrivit un nouveau chapitre dans l'histoire de son peuple. Et le dernier dimanche de ce même mois, dans le stade désormais rebaptisé « Champ de la dignité », Ibrahim Traoré apparut sans garde, marchant parmi des enfants jouant au ballon pieds nus. Un garçon courut vers lui et demanda « Président, sommes-nous libres maintenant ?» Traoré s'abaissa, le regarda dans les yeux et répondit « Pas encore, mais maintenant, nous savons comment nous battre pour cela. » Le garçon sourit et retourna jouer. Cette nuit-là, personne ne chanta d'hymne. Ils chantèrent des histoires, car l'histoire n'était plus racontée par les envahisseurs. Pour la première fois, c'était le peuple qui écrivait, et il écrivait avec vérité, courage.